Bonjour à vous tous. C'est un immense plaisir pour Tessel et Emma Québec de vous accueillir aujourd'hui à ce symposium virtuel Ensemble pour la thérapie cellulaire et la médecine régénératrice. Autant pour Tessel, le réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec, pour recherche en Québec, notre Agence nationale du sang, il était utile et nécessaire de faire le point sur les forces et défis de notre société afin de contribuer à l'essor de thérapies innovantes capables de révolutionner la médecine et nourrir un riche écosystème d'innovation. Nous espérons que la journée d'aujourd'hui sera l'amorce d'une conversation de longue haleine qui permettra à terme aux forces vives du Québec dans ce secteur d'être des chefs de file mondiaux dans ce domaine, tout en étant capables d'agir localement auprès de la population du Québec dans toute sa diversité. Of this symposium is to draw an accurate picture of Quebec's cell therapy and regenerative medicine landscapes and identify the gaps and opportunities that can make our academic, public organizations, healthcare system, and businesses competitive in this booming field. Today's presentations and panels will be held in French, but we welcome interventions and questions in both English and French. Sans plus tarder, nous lançons notre programme. Dr Mélanie Dieudé nous guidera à travers cette journée qui touchera à plusieurs enjeux complémentaires en thérapie cellulaire et médecine régénératrice. Mélanie Dieudé est la directrice des opérations de recherche, affaires médicales et innovation d'Emma Québec, où elle dirige une équipe dynamique d'une cinquantaine l'Université de Montréal. Mélanie est aussi chercheure dans l'axe immunopathologie du Centre de recherche du CHUM, immunologiste de formation, immunologie du don d'organes et de cellules ainsi que de la transplantation depuis plus de 15 ans. Mélanie? Merci beaucoup, Jean-Sébastien. J'espère que vous m'entendez bien. Emma Québec est très heureuse de s'associer au réseau TESEL pour organiser ce symposium. Comme vous le savez, la mission d'Emma Québec est de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Emma Québec fournit ainsi des produits sanguins, du lait maternel, des tissus humains pour la transplantation, offre des services d'analyse spécialisés et offre des cellules souches, bien sûr, aux hôpitaux québécois. Ça rime avec notre vision d'être un partenaire clé du système de santé québécois. Une réflexion stratégique concernant le développement d'une offre de produits et services relatifs à la thérapie cellulaire a récemment été initiée à Emma Québec. Ce symposium pourra certainement nourrir notre réflexion en mettant en lumière les enjeux et opportunités de notre écosystème québécois en termes de thérapie cellulaire et médecine régénérative. J'en profite pour souligner le support et l'enthousiasme de Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Emma Québec, Dr Nancy Robitaille, notre vice-présidente médecine transfusionnelle, et Dr Marc Germain, le vice-président aux affaires médicales et innovation. De plus, je souhaite remercier mes collègues organisateurs, Kim Santerre, coordonnatrice du réseau TESEL, Diane Fournier, directrice des cellules souches à Emma Québec, et Jean-Sébastien Delisle, directeur du réseau TESEL, ainsi que le soutien essentiel de Stéphanie Larivière, consultante, et d'Emma Québec, Julie Lamotte du secteur d'expérience clientèle et intelligence d'affaires, et Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers qui sont dans l'ombre. Donc, j'en profite pour inviter Marie-Hélène à nous donner quelques informations logistiques, car vous pourrez participer en posant des questions lors du symposium. Marie-Hélène. Alors, bonjour tout le monde. Simplement pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner au niveau des questions. Alors, lorsque les panélistes et les modérateurs vont avoir terminé, dans le fond, de parler, il faudra inscrire vos questions en sélectionnant l'icône qui s'appelle Q&A, qui est tout en bas de votre écran ou en haut selon où est votre panel. Et vous inscrivez vos questions à cet endroit-là et les modérateurs, pendant la journée, vont prendre connaissance des questions durant leur session et vont les adresser directement aux panélistes. Les panélistes pourront répondre aux questions à la fin de leur panel. S'il y a des questions qui n'ont pas été encore répondues, il y aura encore un petit
30 minutes là, pour pouvoir y répondre. Et simplement pour indiquer que la pause du matin va avoir lieu vers 10h15 et le dîner est prévu de midi à 1h. Et pendant toute cette période-là, la rencontre Zoom va demeurer ouverte. Dans le fond, microphone et caméra fermée, mais on va laisser la rencontre ouverte pendant l'heure du dîner. Voilà. Merci, Marie-Hélène. Tout d'abord, avant de débuter notre symposium, on aimerait vous poser quelques questions pour mieux vous connaître. Donc, on va lancer un petit sondage démographique auquel vous pourrez répondre. Alors, Marie-Hélène, je crois que tu l'affiches. De quel secteur provenez-vous? De l'académique, du privé, du parapublic, organisme sans but lucratif, du gouvernement ou autre? J'espère que vous avez eu le temps de répondre. C'est bon, je vais afficher la réponse. Alors, nous avons beaucoup de gens de l'académique, du privé quand même aussi, parapublic, organisme sans but lucratif et du gouvernement. Donc, et on n'a personne qui n'arrive pas à s'identifier, alors c'est très bien. Deuxième question, dans quelle région travaillez-vous? Donc, vous avez Montréal et périphérie, Québec et périphérie, Sherbrooke ou autre. Merci. Beaucoup de gens de Montréal et de Québec et quelques représentants de Sherbrooke et d'ailleurs. Merci beaucoup. Et la dernière question pour vous. À quel stade de carrière vous identifiez-vous? Exécutif, scientifique ou chercheur, cadre supérieur, professionnel. Vous êtes étudiant ou stagiaire postdoctoral. Excellent. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, on voit un peu à qui on a affaire aujourd'hui. C'est un profil assez diversifié. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir. Et on est maintenant fin prêt à débuter le symposium qui va s'articuler autour de 3 grandes thématiques, soit les défis scientifiques et techniques, les enjeux éthiques, réglementaires et l'évaluation des technologies et traitements, et finalement, au début de l'après-midi, les enjeux de financement, capacité de production et de traitement des patients. Mais avant, je suis enchantée de pouvoir vous présenter le modérateur de la première thématique, Dr. Jean-Sébastien Delisle, qui vous a adressé la parole plus tôt. Alors, Jean-Sébastien est médecin hématologue et chercheur œuvrant dans les domaines de la greffe de cellules hématopoïétiques et de l'immunothérapie cellulaire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont du sud de l'Est de l'île de Montréal, où il occupe aussi le rôle de directeur médical au Centre d'excellence en thérapie cellulaire, mieux connu sous le nom de CETC. Alors, il est professeur aussi titulaire à l'Université de Montréal et chercheur reconnu par le Fonds de recherche du Québec en santé, le FRQS. Et le docteur Delisle s'intéresse particulièrement à la biologie et à l'ingénierie du lymphocyte T dans les contextes d'immunothérapie cellulaire. Depuis mai 2022, il est aussi le directeur scientifique de TCL, le réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec, qui est supporté par la FRQS. À toi, Jean-Sébastien. On m'a dit que mon son était encore mauvais, moi qui m'étais bien préparé là, pour qu'il y ait un système qui n'échoue pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, on t'entend très bien, Jean-Sébastien. Bon, alors je dois malheureusement me rapprocher de mon micro, là, c'est pour ça que je m'en étais amené un avec un casque d'écoute. Donc, il me fait plaisir de débuter en faisant une brève introduction de cette première thématique. Nous débutons cette journée qui comprendra 3 panels qui ciblent des enjeux majeurs pour le développement des thérapies cellulaires et de la médecine régénératrice au Québec. Ce premier panel, qui est composé de membres de TCL, se penche sur les défis scientifiques et techniques et les besoins à combler afin de nourrir les approches translationnelles reposant sur des assises biologiques solides afin de supporter le développement des thérapies cellulaires, tissulaires et géniques. Alors, le réseau TCL a été mis en place en 2009 par les docteurs Lucie Germain et Denis Claudroy dans le but de regrouper les chercheurs ayant une expertise dans le domaine de la médecine régénératrice et propulser la recherche translationnelle.
Fort du leadership de ses premières directrices, les docteurs Lucie Germain et Julie Fradette, le réseau a su rassembler des équipes de recherche de plusieurs disciplines, chercheurs cliniciens et fondamentaux, des ingénieurs, des experts en pharmacoéconomie, en éthique, des experts en médecine vétérinaire et bien d'autres, parmi les 155 membres chercheurs du réseau. TECEL supporte également plusieurs infrastructures de production clinique en milieu académique à Montréal et à Québec. Donc, les panels vont se dérouler de la façon suivante. Il y aura des panélistes qui présenteront ou bien des aspects de leur recherche ou bien des thèmes qu'ils veulent aborder et s'en suivra une discussion. Donc, le premier panel porte sur les enjeux scientifiques et techniques. Un deuxième panel portera sur les enjeux éthiques, réglementaires et d'accessibilité. Et un troisième panel sera consacré aux enjeux économiques. Donc, je présente ici le premier intervenant, le docteur Jacques Tremblay. Le professeur Tremblay travaille sur le développement de thérapies cellulaires et géniques pour les maladies héréditaires, principalement la dystrophie musculaire de Duchenne et l'ataxie de Friedreich. Depuis 1987, il a publié 305 articles dans des revues de comité de lecture. Il est très engagé dans l'application clinique de ses travaux de recherche, comme l'indique la conduite en collaboration avec un groupe de cliniciens d'un essai clinique de phase 1 sur 9 patients souffrant de dystrophie de Duchenne. Cet essai a démontré que la greffe sur des myoblastes allogéniques normaux conduisait à la présence du gène normal dans les fibres musculaires. Il a reçu le prix du meilleur chercheur du Québec et le prix du meilleur chercheur au Canada présenté par Dystrophie musculaire Canada pour ses travaux sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et la Société canadienne de recherche clinique d'investigation clinique ont remis au Dr Tremblay le prix Henry Friesen. Il utilise présentement la technologie CRISPR Prime Editing pour corriger des mutations ponctuelles dans les gènes APP, DMD, RYR1 et NKX6-2. Docteur Tremblay. Alors, merci pour l'invitation de participer à ce symposium. Est-ce que je pourrais avoir mes diapos? Oui. Alors, prochaine diapo, on m'a déjà introduit. Alors, donc, comme l'a mentionné, j'ai participé à organiser un essai clinique de phase 1 pour la greffe de myoblastes allogéniques à des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne. Mon groupe travaille actuellement sur des thérapies géniques pour la dystrophie musculaire de Duchenne, qui est due à des mutations dans le gène de la dystrophine, une abréviation DMD. Nous travaillons aussi sur l'ataxie de Friedreich, qui est dû à des mutations dans le gène de la frataxine. Nous travaillons aussi sur la myopathie congénitale de type 1B, qui est due à des mutations dans le gène RYR1. Et finalement, nous travaillons récemment sur les dysferlinopathies qui sont dues à des mutations dans le gène de la dysferline. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des milliers, on estime à 7000 le nombre de maladies héréditaires. Et la plupart de ces maladies héréditaires sont dues à des mutations d'un seul nucléotide. Et on a maintenant des techniques qui nous permettent d'aller corriger ces nucléotides et donc, en principe, de corriger des mutations ponctuelles qui sont responsables de milliers de maladies héréditaires. Prochaine diapo. Alors, parmi les technologies que nous utilisons actuellement, nous utilisons la technologie CRISPR-Cas9 qui a été découverte en 2012. C'est une technologie qui permet d'aller faire une coupure double brin dans le génome. Le génome humain contient 3,2 milliards de nucléotides. On est capable d'aller faire une coupure exactement où on veut dans ce génome-là grâce à une enzyme qui s'appelle une Cas9 nucléase et à un single guide RNA qui est en fait une séquence qui reconnaît une séquence de 20 nucléotides dans le génome humain. Ça permet un positionnement précis de la Cas9 nucléase et donc ça permet d'induire la coupure double brin à un endroit vraiment précis. Cette technologie, découverte en 2012, a vraiment révolutionné toute la recherche en biologie, que ce soit pour les plantes, les animaux et chez l'humain. Cette technologie a évolué
Et vers 2016, il y a eu la découverte d'une modification de la technologie CRISPR qui s'appelle le Cytidine Base Editing. Alors, ça utilise une Cas9 nicase qui induit une coupure dans un seul brin d'ADN. Et cette Cas9 nicase est fusionnée à une cytidine déaminase. Et bien entendu, cette technologie utilise encore le single guide RNA qui permet une position à un endroit précis dans le génome humain. Alors, cette technologie cytidine déaminase permet de changer chimiquement une cytidine en uridine et donc c'est une base qui est équivalente à la thymine pour la cellule. Et en 2019, finalement, est sortie une autre modification du système CRISPR qui s'appelle le Prime Editing. Ça utilise encore une fois une Cas9 nicase qui, cette fois, est fusionnée avec une transcriptase inverse. Et ça utilise ce qu'on appelle un PEG-RNA pour Prime Editing Guide RNA. C'est en fait un single guide RNA qui est modifié. On a ajouté une séquence qui s'appelle Primer Binding Site qui reconnaît une séquence de 10 à 20 nucléotides qui est dans le brin d'ADN qui a été libéré par la coupure de la Cas9 nicase. Et c'est suivi d'une séquence qui s'appelle Reverse Transcriptase Template. Encore là, c'est une séquence allant de 10 à 30 nucléotides. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette séquence RTT, le Reverse Transcriptase Template, on peut modifier le nucléotide qu'on veut. Si dans cette séquence-là, on a introduit un A à un endroit donné, dans le nouveau brin d'ADN qui sera synthétisé par la transcriptase inverse, on aura un T. Donc, c'est une technologie vraiment fantastique qui nous permet d'aller changer n'importe quel nucléotide dans le génome humain et le remplacer par le nucléotide qu'on veut. Alors, donc, depuis 2019, mon groupe utilise cette technologie pour différentes maladies héréditaires que j'ai énumérées tantôt. Prochaine diapo. Alors, pour livrer les composantes du système CRISPR ou pour livrer toutes les thérapies géniques, on a besoin de différents vecteurs. Et ce qui a été utilisé jusqu'à présent, ce sont des vecteurs viraux. Les rétrovirus ont été parmi les premiers vecteurs utilisés, mais c'est utilisé dans des cellules en culture. Ça ne peut pas être utilisé chez des patients pour des thérapies parce que ce virus s'intègre au hasard dans le génome et pourrait donc causer des modifications qui pourraient mener à des cancers. Il y a aussi des lentivirus qui peuvent être intégratifs ou non intégratifs. Et ce qui est utilisé le plus en essai clinique et ce qui est même autorisé maintenant pour des thérapies commercialisées, ce sont les adeno-associated virus qui demeurent épisomales dans le noyau et qui ne s'intègrent pas dans le génome. Le principal aspect négatif des AAV, c'est qu'ils sont limités à livrer des gènes qui font 4700 paires de bases au maximum. Et le deuxième problème, c'est le coût élevé pour la production de ces virus-là pour traiter un patient. Pour l'instant, les thérapies qui sont commercialisées basées sur les AAV coûtent plus de 3 millions de dollars par patient. Et bien entendu, étant donné les coûts élevés de ces productions de virus, il y a d'autres vecteurs qui sont en train d'être développés et qu'on travaille dans mon laboratoire. Ce sont les vésicules extracellulaires, qui sont des petites vésicules d'environ 100 nanomètres qui sont produites pour toutes les cellules. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 10 à la puissance 15 par litre de sérum humain. Il y a aussi les nanoparticules lipidiques qui ont été utilisées pour les vaccins de Pfizer et Moderna. C'est un excellent genre de particules pour livrer des ARN messagers, entre autres. C'est ce qui est utilisé dans les vaccins. Il y a aussi des virus-like particles qui sont en fait des rétrovirus modifiés pour livrer des protéines et non pas livrer de l'ADN. Et finalement, il y a des nanoparticules de chitosan, qui est un polymère peu coûteux avec lequel on peut faire des nanoparticules qui permettraient de livrer des protéines, des ARN ou de l'ADN. Prochaine diapo. Alors, le problème des thérapies géniques, comme je l'ai mentionné, c'est que ça coûte des millions de dollars par patient. Est-ce que le système de santé publique va pouvoir couvrir ces coûts? Des traitements de 3 millions par patient, il y a combien de maladies héréditaires au Québec qu'on doit traiter, combien de patients on doit traiter? Et la raison pour laquelle ça coûte si cher que ça, c'est que
entre autres, la production des AAV coûte très cher et c'est pour ça qu'on s'intéresse à avoir d'autres vecteurs de livraison qui possiblement pourraient être meilleurs marché. Mais parmi les coûts de produire des AAV, il y a les tests qui sont faits pour les AAV pour voir s'ils sont vraiment parfaits. Et donc, la moitié des AAV qui sont produits sont en fait utilisés pour les tests sur les AAV avant qu'on utilise l'autre moitié pour les injecter à un patient. Alors, je vais soulever une question qui va soulever une certaine controverse ici, c'est que maintenant que les patients ont le droit d'obtenir l'aide à mourir, est-ce que les patients pourraient avoir la permission de participer à un essai clinique, même si cet essai clinique-là n'est pas parfait, on n'a pas fait tous les tests qu'on pourrait imaginer pour les virus ou le vecteur qu'on utilisera? Est-ce qu'on peut donc relaxer un peu les normes des essais cliniques pour pouvoir faire des essais cliniques? En fait, il y a de nombreux potentiels d'essais cliniques de résultats qui sont obtenus chez les souris, mais on ne passe jamais à faire l'essai clinique parce que pour faire l'essai clinique, c'est trop cher, puis on n'a pas les subventions nécessaires pour faire l'essai clinique. Donc, on laisse les patients mourir de maladies héréditaires, des patients qui veulent vivre, alors que d'un autre côté, on peut offrir l'aide à mourir à d'autres patients. Alors, je sais que ça va soulever une certaine controverse. Alors, prochaine diapo, mais je pense que c'était ma dernière. Je ne sais pas s'il y a des questions ou d'autres pour ma part. On va procéder, au deuxième présentateur. Il va certainement avoir beaucoup de questions, notamment avec les enjeux soulevés à la toute fin. Donc, me revoilà en vidéo. Au moins, il y a cet aspect-là qui fonctionne. Donc, je vais maintenant présenter le docteur Christian Beauséjour. Le docteur Beauséjour a débuté sa carrière comme scientifique pour la compagnie Sangamo Biosciences, où il a travaillé sur l'élaboration des techniques d'édition du génome. Depuis 2005, il est chercheur principal au Centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine et maintenant professeur titulaire au département de pharmacologie de l'Université de Montréal. En 2015, il a mis sur pied la plateforme de reprogrammation cellulaire et d'édition du génome du CHU Sainte-Justine et son équipe, plus particulièrement, s'intéresse à l'immunogénicité des cellules dérivées de cellules souches pluripotentes induites et au développement d'approches cellulaires sénélolytiques. Christian? Merci Jean-Sébastien. Merci de l'introduction. Merci de l'invitation. J'ai quelques diapositives aussi pour vous faire part de quelques informations. Donc, la deuxième, s'il vous plaît. En fait, lorsqu'on a débuté la plateforme de cellules souches, de reprogrammation de cellules souches à Sainte-Justine il y a maintenant 8 ans, l'idée derrière ça, c'était d'offrir une expertise locale qui était à l'époque très déficiente. Aujourd'hui, il y a au moins 3 plateformes du genre au Québec, une à Québec, une à Montréal, en fait 2 à Montréal. Et le but de cette plateforme-là, en fait, c'est d'offrir des services, offrir aux chercheurs, aux cliniciens qui étudient des maladies génétiques, par exemple, qui n'ont pas de matériel avec lequel travailler, on peut leur offrir de reprogrammer à partir de 100 périphériques, par exemple, des cellules souches pluripotentes induites, communément appelées iPSC, pour avoir, en fait, soit le début d'une thérapie cellulaire quelconque ou du matériel avec lequel on peut travailler pour étudier une maladie quelconque. Depuis peu, on a créé une biobanque pour la distribution de ces cellules-là, que ce soit fait à partir de 100 périphériques, mais on en a aussi quelques échantillons faits à partir de fibroblastes de peau. Et tout récemment, en partenariat avec le CNRC, on a mis sur pied une biobanque de cellules souches IPS dérivées de liquide amniotique. Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'on pense qu'il y a une demande, il y a un besoin. Et surtout, on est conscient que lorsque des jeunes compagnies ou même des laboratoires académiques comme Jacques Tremblay qui ont un désir d'aller en essai clinique, souvent on a besoin de ressources cellulaires primaires et une source qui va être probablement économiquement plus viable, ça va être de dériver des cellules à partir de cellules souches.
Et il n'y a pas de biobanque où on peut accéder à avoir, en fait, avoir des lignées, des clones qui ont été caractérisés et qui pourraient être utilisables en clinique. Donc, le but, en fait, de cette biobanque-là, c'est d'avoir un produit cellulaire que tous au Canada pourrions partager pour initier des essais cliniques à partir de cellules souches. On offre également des services de différenciation de ces cellules-là dans à peu près, en fait, pas dans tout, mais dans beaucoup de types cellulaires. On additionne, on augmente notre expertise d'année en année. On offre aussi des services d'édition du génome, comme Jacques a très bien expliqué, autant au niveau des cellules primaires ou des lignées cellulaires, mais au niveau également du clone de cellules souches iPSC. On offre des services de délétion et d'insertion génique. Et finalement, on offre aussi un service d'évaluation d'immunogénicité de ces cellules-là. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une idée qui est partie de Jacques et moi il y a maintenant plusieurs années où on voulait évaluer l'immunogénicité des cellules, des myoblastes dérivés de cellules souches. Et depuis, on a offert le service à d'autres pour d'autres types cellulaires. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et l'idée de ce service-là, qui a maintenant été utilisé, en fait, voilà, celle-ci. C'est un service qui a été offert et qui est utilisé par des compagnies. Par exemple, on a été contacté par des compagnies pharmaceutiques pour ce service-là. Et l'idée, c'est que quiconque veut aller en clinique avec un produit cellulaire, qui soit dérivé de cellules souches ou non, doit s'assurer de l'efficacité, mais aussi que la cellule en question ne sera pas reconnue et ne sera pas immunogénique pour ne pas être rejetée par le patient. Et dans tout ce qui provient des cellules souches hématopoïétiques, c'est plus simple, mais pour ce qui est des cellules souches pluripotentes iPSC, il y a des reprogrammations. La reprogrammation cellulaire qui se produit, il pourrait y avoir certains antigènes qui seraient exprimés. Et donc, cette étape-là s'avère, je crois, va s'avérer très utile pour garantir ou augmenter, si on veut, les chances de succès de notre thérapie. Et ce qu'on offre comme service, c'est assez simple. En fait, c'est qu'à partir d'un patient ou à partir d'un produit cellulaire que vous pourriez nous amener, on peut dériver des cellules souches et dériver ces cellules-là en fait, en type cellulaire de votre choix. Si vous êtes intéressé aux hépatocytes, aux astrocytes, pour toutes sortes de raisons, on peut les produire. Et ensuite, on utilise ces cellules-là pour les injecter dans des souris humanisées qui sont en fait des souris immunodéficientes avec lesquelles on peut reconstituer un système immunitaire humain par transfert adoptif de cellules sanguines, par exemple, ou par cellules souches hématopoïétiques. Et ça permet, dans un espace de temps, là, disons, de 3 à 4 semaines, de vérifier si la thérapie cellulaire qu'on a donnée à la souris, qui est l'équivalent de ce qu'on aimerait donner chez le patient, est-ce que ces cellules-là sont reconnues par le système immunitaire? Et donc, si la réponse est non, tant mieux. Et si la réponse est oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut modifier dans nos cellules pour les rendre moins immunogéniques? Est-ce que c'est le vecteur de thérapie génique qui doit être modifié? Est-ce que c'est la reprogrammation qui est incomplète? Donc, il y a plein d'indices comme ça qui vont nous permettre, je crois, d'améliorer le produit final avant d'arriver en clinique. Prochaine diapositive, merci. Donc, nos défis à nous de ce côté-là sont importants parce que ça prend évidemment beaucoup de personnel qualifié pour faire ce genre d'expérience-là. On est des ressources limitées comme tout le monde. Heureusement, récemment, on a un partenariat qui s'est formé avec le SickKit de Toronto, qui, eux, n'ont pas de plateforme de cellules souches et de reprogrammation. Donc, il y a des ressources qui vont être mises en commun pour augmenter le support technique, pour pouvoir offrir plus de services de ce côté-là. On espère aussi dans la prochaine année de mettre en place un laboratoire GLP-GDP qui va nous préparer à offrir des services qui pourraient être plus facilement transférables du côté clinique et aussi d'ajouter des équipements comme des bioréacteurs, par exemple, qui vont préparer, le scale-up, je n'ai pas trouvé d'équivalent francophone, mais français, mais l'idée, c'est d'avoir des techniques de culture cellulaire qui vont se rapprocher le plus possible de ce que des compagnies vont pouvoir offrir des services comme le C3I ou par exemple, on va en entendre parler tantôt, mais donc l'idée, c'est d'amener les chercheurs à avoir des protocoles expérimentaux qui vont peut-être avoir facilité l'expansion du nombre de millions de cellules qu'on va avoir besoin pour faire un essai clinique chez quelques patients. Donc, ça complète ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Je suis disponible pour vos questions. Et en fait, peut-être juste une dernière information, c'est pour vous dire que l'initiation de cette plateforme-là a été rendue possible grâce, entre autres, au support financier de la Fondation Charles Bruno,
qui est bien sûr offre des services plutôt en oncologie, mais qui a grandement permis d'offrir les services à toute la communauté scientifique au Québec. Merci. Merci beaucoup, Christian. Donc, après avoir commencé à Québec, continué à Montréal, nous nous déplaçons vers Sherbrooke, où le docteur Patrick Vermette va présenter, va nous entretenir sur les enjeux liés à la bioingénierie. Alors, docteur Patrick Vermette est ingénieur de bioprocédés, ayant acquis une expertise reconnue à l'échelle mondiale dans le développement et la validation de biomatériaux et de technologies pour des usages médicaux et pour la médecine régénératrice. Il a également conçu de nombreux bioréacteurs et opérations unitaires touchant plusieurs types de bioproduction, et ce, depuis plus de 20 ans. Alors, Patrick? Hey, merci. Merci Jean-Sébastien. Merci pour l'invitation. Merci à Mélanie. Merci Marie-Hélène. Merci à tout le monde d'être là ce matin. Donc, bon, tu as bien présenté. Donc, je suis ingénieur chimiste de formation. Je suis, vous comprenez, très loin. Je ne suis pas un biologiste. Donc, je suis vraiment une personne qui va intégrer les différentes technologies. Donc, j'ai fait ça en fait, c'est toujours ce que j'ai fait. Je suis prof titulaire à la faculté de génie, département de génie chimique, génie biotech à l'Université de Sherbrooke, comme tu as mentionné. Donc, je vais faire très, très bref, présenter. Je n'ai pas de diapo, en fait. Juste donner une idée des différents projets, soit réalisés ou en cours, pour après ça vous amener à voir finalement qu'est-ce qui m'intéresse, quelle est la méthodologie ou la philosophie derrière nos travaux. Donc, j'ai participé au développement de plusieurs dispositifs médicaux. Donc, exemple, on a développé il y a quelques années une lentille cornéenne pour la libération contrôlée de médicaments à base de liposomes. Donc, j'ai fait beaucoup de travaux, en fait, dans ma carrière sur les liposomes. Une grande partie de ma thèse, en fait, là-dessus. J'ai participé au développement d'un outil diagnostique pour détecter l'activation plaquettaire pour la pose de stents. Donc, on avait réalisé plusieurs. On était à la phase clinique. En fait, on a analysé 200 à 300 patients. J'ai développé un biosenseur pour l'industrie pharmaceutique, en fait, pour détecter la présence d'ADA. Donc, les ADA, c'est des anti-drug antibodies. Lorsqu'on injecte des anticorps monoclonaux. Donc, c'était une commande de l'entreprise à ce moment-là qui avait beaucoup de difficultés à détecter ces ADA-là qui peuvent, vous le savez, conduire à des réponses très, très néfastes, en fait, lorsque les anticorps cliniques monoclonaux sont injectés chez la patiente ou le patient. Encore aujourd'hui, puis depuis plusieurs années, donc notre équipe se focalise à développer des biomatériaux et puis les systèmes de culture complexes de bioréacteurs pour la culture tant d'îlots-pancréatiques et de tissus hépatiques. Donc, c'est deux types de tissus qui nous intéressent depuis un certain temps. J'ai participé, en fait, aussi à développer des fluides transporteurs d'oxygène. Comme vous le savez, lorsqu'on fait des cultures complexes, tridimensionnelles, en fait, de taille importante, étant mettons, au moins d'1 centimètre et plus, donc un problème important, en fait, d'apport en oxygène. Donc, on a passé beaucoup de temps à développer des fluides transporteurs d'oxygène à base de liposomes encapsulant de l'hémoglobine humaine et des fluides à base de perfluorocarbone, donc des émulsions qui permettent de dissoudre une quantité phénoménale d'oxygène, en fait, pour augmenter la quantité d'oxygène en présence pour les cellules cultivées dans des environnements tridimensionnels. Depuis un certain nombre d'années, donc, on s'intéresse aussi à la décellularisation de tissus et d'organes. Donc, comme vous le savez, le produit qui en résulte, la matrice extracellulaire, est un produit absolument fantastique qui possède des propriétés vraiment uniques, très difficiles à reproduire ou encore, ce serait impensable de reproduire par génie génétique, en fait, ou de produire par recombinant, en fait, des protéines qui miment ça. On parle dans 2 000 à 3 000 protéines, par exemple, pour certains types de tissus d'organes lorsqu'on décellularise un tissu, un organe. Donc, un nombre impressionnant de protéines, en fait, qui sont présentes. Ce n'est pas juste du collagène. Donc, l'utilisation de ça vraiment pour la fabrication de tissus d'organes. J'ai aussi un projet récemment qui a démarré sur le développement d'un biomatériau pour fabriquer un substitut musculaire, un projet qui est l'idée par mon collègue Florian Benzinger, un expert au niveau de la culture de cellules souches musculaires
et au niveau finalement là, du muscle. En passant, je vais juste spécifier, donc je suis une personne qui est aussi, j'ai certains conflits d'intérêts étant impliqué dans l'industrie privée. Donc, je suis fondateur CEO de ShareMatrix, une compagnie qui développe et valide une nouvelle famille de dispositifs médicaux pour diverses applications en chirurgie. Plus récemment, un projet que j'aime bien vous parler, puis en plus, cette personne-là est parmi nous, donc il est participant. Donc, on s'est lancé dans la conception d'un nouveau système de production d'organes à grande échelle, projet qui est piloté par Matthew Adams, qui est ici avec nous. Donc, Matthew est un étudiant à la maîtrise, mais est aussi fondateur de Regenix Biotech, compagnie qui était capable d'aller chercher quand même un petit financement non dilutif qui permet finalement de mettre en place, faire la preuve de concept. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes et puis réciproquement là, qui pourraient être intéressés à discuter avec Matt là, qui est ici. Donc, on a quand même une équipe, c'est un projet assez sérieux. Là. On a une équipe d'une dizaine d'ingénieurs, étudiants qui travaillent sur ce projet-là pour faire toute l'ingénierie là, du système. Donner une idée aussi, beaucoup d'autres projets variés, biotech, toujours, en fait, tout ce qui est. Mais je suis ingénieur chimiste, je n'ai jamais pratiqué l'ingénierie, le génie chimique, j'ai toujours été dans le biotech. Donc, j'ai plusieurs projets en lien, tous des partenaires industriels au niveau de la biotech, exemple, développement, validation de nouveaux types de bioréacteurs pour l'industrie, de la production de biocarburants, produire les enzymes nécessaires à briser certaines molécules complexes. Développement, validation de nouvelles formulations, par exemple, de bactéries pour dégrader les huiles, pour des applications environnementales. Donc, c'est un projet en cours, en fait, qu'on a dans l'équipe. Développement, mise à l'échelle d'un procédé valorisé, ce qu'on appelle le Maple Syrup Extract. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est un projet qu'on a aussi dans l'équipe. Et puis, j'agis aussi comme CSO d'une compagnie, en fait, qui vise à développer un produit de viande cultivée à partir de cellules souches. Donc, un projet que j'aime bien, en fait, un écosystème qui se développe de façon absolument importante et puis que j'évalue qui va avoir des retombées absolument incroyables sur le secteur biomédical, seulement en termes de l'imposition de devoir réduire les coûts et de mise à l'échelle à des calibres industriels, donc qui amène une pensée très, très, très différente et puis qu'éventuellement, présentement, ce secteur-là utilise beaucoup de know-how qui vient de l'industrie biomédicale, mais certainement va retourner énormément au niveau là, de tout ce qu'on appelle la mise à l'échelle, la réduction des coûts. Donc, bref, je suis impliqué dans plusieurs projets, une équipe d'environ une vingtaine de personnes, des projets variés. Donc, vous comprenez, on est un groupe d'ingénierie. Donc, je me vois comme un intégrateur de plusieurs expertises. Les projets, même s'ils peuvent sembler différents, ils ont plusieurs dénominateurs communs. D'abord, la plupart, presque tous, impliquent l'utilisation de cellules plus ou moins fragiles, l'aspect tout de stérilité, de besoin de réduction de coûts pour les biotech pour atteindre des applications. La réduction des coûts est très importante. Même dans le biomède, on le voit, certaines thérapies cellulaires c'est non viable, en fait, si on maintient les coûts actuels, du moins pour des sociétés comme la nôtre, en fait, où ce que le payeur de taxes, en fait, le gouvernement supporte ça. Tous les problèmes de mise à l'échelle, il y a énormément de dénominateurs communs. Les opérations unitaires, donc les différentes pièces, en fait, d'un procédé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont communes et similaires. Le respect des normes, même si elles varient, c'est toujours un thinking de je développe un produit, je vais des normes à la fin, je dois absolument, dès le temps zéro, penser à ces normes-là. Si j'y pense pas, je peux avoir d'énormes surprises, en fait, au point de devoir fermer un projet. L'approche qu'on a, c'est vraiment people first. Pour moi, c'est get the right people, get the right expertise at the right time. C'est vraiment, vraiment important. Combiner différentes expertises, c'est une chose qu'on fait. J'ai touché à énormément de choses. Je suis un expert dans rien de tous ces secteurs-là, mais combiner toutes ces choses-là. Donc, c'est à tous les aspects de matériaux, les aspects de chimie des surfaces, des colloïdes, les procédés, le respect des normes affaires réglementaires, la fabrication, la mise à l'échelle, réduction des coûts, augmenter la productivité volumétrique. Donc, ce sont tous des choses, des dénominateurs communs à plusieurs de ces projets-là, qui fait que dans chacun des projets, on peut aller chercher des idées qui nous permettent finalement là, de faire des choses peut-être qui sont, en termes d'ingénierie, qui permettent finalement d'accomplir des tâches, de respecter finalement
de définir un produit qui va respecter le cahier des charges qu'on a. Donc, en gros, l'approche qu'on a, c'est vraiment d'identifier toujours ce que j'appelle le chemin critique, ne pas se laisser distraire. Ça peut être drôle ce que je vais dire, mais la littérature scientifique peut amener beaucoup de distractions lorsqu'on bâtit un projet. Puis l'approche d'acheminer, amener un service, un produit jusqu'à son application, puis on va, j'imagine, en débattre ici. C'est une chose que je pense que le secteur académique ne fait pas très bien. Et d'avoir cette approche-là, d'avoir un porteur de ballon qui va tenter d'amener jusqu'à la fin le service, le produit qu'on tente de développer, ça amène un autre type de travail. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Patrick. C'est beaucoup de matériel pour de belles discussions plus tard. Donc, notre quatrième panéliste de retour à Montréal, cette fois-ci, est le docteur Jean-François Gélina. Suite à une formation en virologie à l'Université McGill, Jean-François Gélina a obtenu son doctorat de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni dans le domaine de la thérapie génique en 2017. Il a rejoint C3I en 2020 où il travaille à la construction et au développement de la nouvelle plateforme de thérapie génique du Centre d'excellence en thérapie cellulaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Gélina. Bonjour. Merci. Alors, comme Jean-Sébastien l'a bien dit, là, je travaille pour le centre C3I. Alors, je vais prendre un moment pour expliquer un peu ce que notre centre fait. Donc, le Centre C3I est un organisme à but non lucratif qui est un centre d'excellence en commercialisation et en recherche qui a été fondé en 2016. Notre mission, c'est d'accélérer la découverte, la commercialisation et l'accès à l'immunothérapie du cancer. Notre vision, c'est d'être le catalyseur du Canada en matière d'immunothérapie contre le cancer. Donc, comment on fait ça? Bien, le problème qu'on a observé, c'est que le Canada a besoin d'une plus grande capacité pour amener l'immunothérapie contre le cancer aux patients canadiens. Alors, C3I va chercher des clients internationaux pour venir faire des activités de fabrication d'immunothérapie contre le cancer à Montréal. Et avec ça, on soutient la croissance de l'écosystème canadien pour l'immunothérapie contre le cancer. Le tout est fait à notre unité de manufacture conforme aux bonnes pratiques de fabrication, les GMP. Donc, le Centre d'excellence en thérapie cellulaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est la plus grande installation BTF de production d'immunothérapie contre le cancer au Canada. Vous voyez un peu à l'intérieur une photo des salles blanches. Donc, nos salles blanches, on suit les bonnes pratiques de fabrication, les GMP, pour la manufacture de produits de thérapie cellulaire et génique pour des essais cliniques de phase 1 à 3. Et on se prépare pour la production de produits autorisés sur le marché dès 2024. Spécifiquement, de mon côté, je travaille à la plateforme de thérapie génique. Donc, le CETC s'est doté d'une plateforme grâce à un financement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et un support du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et C3I opérationnalise la plateforme. Donc, on a commencé la production de banques de cellules cette année. Et dès l'an prochain et la prochaine année, on va commencer la production de vecteurs viraux GMP qui peuvent être utilisés dans des essais cliniques. Et tout ça est dû à deux grands financements. Donc, un des Conseil national de recherche Canada, qui est un financement de fonctionnement pour établir une plateforme de production de vecteurs viraux. Et de Médicaments Québec, qui est un financement de fonctionnement pour établir un écosystème de formation, de recherche, de biofabrication autour de la plateforme. Donc, j'ai mis la liste des partenaires de l'écosystème qui a été financé. Le but, c'est d'avoir des techniciens qui vont pouvoir venir travailler à la plateforme, des projets de recherche qui vont pouvoir se joindre à la plateforme, des projets de recherche qui vont être mis à l'échelle pour Christian tantôt qui cherchait le mot pour scale-up, mis à l'échelle. Chez nos partenaires et on a aussi de l'intelligence artificielle intégrée dans le projet. Alors, ça fait le tour de mon introduction de C3I. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne
les compagnies, les biotech, les compagnies pharmaceutiques ou les chercheurs académiques qui veulent se rendre en essai clinique pour pouvoir fabriquer leurs produits chez nous. Donc, pour se rendre en salle blanche, il y a plusieurs étapes à franchir. Et notre objectif, c'est vraiment d'être capable d'avoir un projet qui marche dans le laboratoire et qui va réussir à suivre la rigueur, les normes et toutes les contraintes budgétaires qu'il va avoir lorsqu'on va amener ça en salle blanche. Et puis, dans la discussion, là, je pense que ça va être ça mon point principal, là, l'état de préparation des chercheurs pour pouvoir se rendre jusqu'en essai clinique. C'est plus compliqué qu'on pense et ça coûte toujours plus cher. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette présentation-là. Donc, on va ouvrir une discussion que je vais tenter de mener avec 4 panélistes qui certainement ont beaucoup de choses à dire, qui ont été très éloquents dans leur présentation. Je voudrais peut-être commencer par ce qui a été dit à la toute fin par Jean-François et Patrick sur le fait qu'il faut se préparer au transfert clinique tôt. Donc, on parlait ici de développement et d'adhésion aux bonnes pratiques rapidement, d'être capable de développer des produits, même au niveau le plus fondamental, qui ont la capacité d'être traduits vers quelque chose de, de clinique. Donc, je renvoie peut-être pour commencer la balle à Patrick et à Jean-François. Comment peut-on opérationnaliser ce processus-là d'aller finalement en amont vers les découvertes et les développeurs et inculquer cette culture-là de production et de conformité anticipée le plus tôt possible. Et puis ensuite, je demanderai à Dr. Tremblay, qui a vécu le processus, de commenter, et aussi à Christian, là, qui est aussi dans le milieu de ce processus-là. Donc, peut-être, Jean-François, si tu veux commencer. Oui, mon expérience avant d'arriver chez C3I, c'était dans 2 laboratoires bien différents. Donc, à l'université d'Oxford, mes patrons avaient fait déjà une étude clinique avec un produit non viral et là, se lançaient dans un nouveau produit viral. Et l'expérience d'avoir passé à travers les essais cliniques avait complètement changé leur façon de faire les choses, là. Donc, dès le début, se poser les questions, quelle sorte de milieu il faut choisir? Est-ce qu'on évite le sérum pour ne pas avoir de problème quand on va être rendu en production GMP? Sinon, l'autre endroit, c'était à l'Université de Pennsylvanie, où les premiers produits de thérapie cellulaire CAR-T ont été développés. Donc, on travaille sur le Kymriah. Et là, c'est ça, les chercheurs étaient vraiment intégrés avec la plateforme le Clinical Cell and Vector Production Facility, où on faisait les cellules pour les patients. Puis, il y avait des discussions très étroites, là. Donc, je pense que c'est important pour des chercheurs de se familiariser déjà avec qu'est-ce qui va se passer dans les essais cliniques, quels sont les points à intégrer dans leur étude. Puis, c'est une chose qu'on aime bien faire, là, offrir du support pour que les gens comprennent bien dans quoi ils se lancent. Et je pense que justement, Jacques va pouvoir parler de cette aventure. Parfait. Quelque chose à rajouter, Patrick? Merci Jean-François. En fait, c'est de créer des centres d'expertise, l'infrastructure, un peu comme Jean-François présente du C3I, d'être présent très, très proche, en fait, des chercheurs, en fait, d'encadrer, en fait, ce développement-là très, très tôt. Parce que si ce n'est pas fait là, ça peut être très difficile de devoir refaire. Puis de comprendre une chose, ce qui est fait en conditions non GLP, peu importe la qualité des résultats qui sont réalisés, devront être faits. C'est extrêmement coûteux dans un pipeline, surtout peu importe en fait le Québec ou de penser très tôt d'avoir une infrastructure, ne serait-ce que pour produire en quantité et en qualité acceptable pour faire des essais précliniques. Juste ce petit bout-là au Québec est pratiquement absent. Okay? Quand on discute, par exemple, avec des CRO, les gros CRO de ce monde,
ils admettent en fait que c'est très difficile, en fait, au Québec, au Canada, par exemple, de trouver ça. C'est-à-dire, si je veux produire en quantité et en qualité suffisante pour faire des essais précliniques homologables, c'est-à-dire au minimum une production de GLP avec un GMP-like, c'est-à-dire je suis très, très proche, il y a peu de chances que mon produit, mon procédé change quand j'arrive à une production finalement GMP, c'est une valeur ajoutée absolument incroyable. Et quand elle n'est pas là, il faut comprendre, là, les universités, les chercheurs devront possiblement tout refaire, une grande partie de ces résultats-là, même s'ils sont faits à un niveau de grande qualité, parce que la production n'est pas faite finalement dans des normes respectables. Parfait. Donc, on reviendra tantôt, là, je vais laisser Jacques parler, mais on reviendra sur les mécanismes qui existent au Québec pour financer ce genre de travail et ce qui devrait exister, hein, ce qui n'existe pas aussi. Donc, Jacques, quelque chose à rajouter avant? Oui, mais justement, je pense que tu viens de le mentionner, on n'a pas au Québec, on n'a pas au Canada les budgets qu'il faut pour faire des essais cliniques qui coûtent des millions de dollars. Ça bloque. Et donc, on a des patients qui ont des maladies héréditaires sévères, qui vont mourir de leur maladie héréditaire et pour lesquels on ne peut pas faire des essais cliniques, même si ce n'est pas des essais cliniques parfaits, on ne peut pas rien faire. Et je pense qu'il faut vraiment repenser l'équilibre entre le coût, la perfection et de pouvoir faire des essais cliniques meilleur marché pour démontrer au moins, oui, ça marche. Il y aurait moyen éventuellement de traiter cette maladie-là par thérapie cellulaire ou par thérapie génique. Ce qu'on a fait n'est pas parfait, ce n'est pas GMP+, mais au moins on a prouvé que ça marche. Et là, ça va être possible d'aller chercher du financement pour rendre ça encore plus GMP. Mais je pense qu'il faut penser à un équilibre entre la perfection et le besoin. On a des patients qui meurent, puis on les laisse mourir parce qu'on dit que ça coûte trop cher faire l'essai clinique. Et par contre, on a une société qui permet maintenant de donner l'aide à mourir. Je pense qu'il prend un équilibre entre les deux. On a le droit de mourir, mais on n'a pas le droit de participer à un essai clinique qui ne serait pas parfait. C'est bien noté. C'est en effet un paradoxe. Puis on voit déjà qu'il y a des choses qui contrastent là. Donc, tu sais, quelles sont au moins les normes minimales pour aller en essai clinique? Et ce qu'on vient d'entendre, c'est que si on n'a pas une trajectoire qui nous amène vers des normes de bonne fabrication, bien, le produit, enfin, ou la thérapie risque de bloquer en cours de route. Donc, il va falloir... Justement, est-ce que c'est raison? Est-ce qu'on a raison de bloquer? Si on peut démontrer qu'un essai clinique fait dans des conditions qui ne seraient pas parfaites, si ça mène au moins à un traitement du patient, ça améliore sa condition de vie, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on doit vraiment vouloir atteindre à tout prix les normes parfaites qui vont faire que la thérapie en question pourra être offerte à des centaines de patients? Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux qui est nécessaire. C'est très clairement une discussion à avoir. Maintenant, Christian, dans le développement d'outils puis d'IPSC, est-ce que vous avez senti le poids des normes, d'une part, et est-ce que vous vous sentez bien guidé dans le développement de plateformes qui pourraient un jour être applicables à la clinique? En fait, les cellules, les lignées que nous avons disponibles dans la biobanque ne sont absolument pas aux normes requises pour être transférables en clinique. Mais il y a des débuts de discussion, entre autres avec le CNRC, pour créer ces lignées-là qui seraient en fait possibles d'utiliser sans qu'il y ait de très hauts coûts de licensing là, pour soit avec des techniques de reprogrammation qui ne vont pas utiliser les fameux Sendai virus, par exemple, où les coûts sont exorbitants. Mais j'ai posé quelques questions à gauche et à droite pour, par exemple, juste présentement, acheter les droits d'utiliser une lignée IPS GMP, par exemple. C'est au minimum 500 000 $. Et ça, c'est même pas une lignée qui est faite avec le Sendai. C'est une nouvelle compagnie là, qui est à Seattle qui offre une lignée comme ça là, qui a été reprogrammée à partir d'ARN où les coûts sont plus faibles. Mais c'est quand même 500 000 $ avant même de commencer quoi que ce soit.
Il n'y a à peu près aucun chercheur académique ou petite biotech qui peut se permettre de payer un prix aussi élevé juste pour ça, là, avant même de payer pour la fabrication de ses propres produits. Donc, c'est pour ça qu'on travaille. L'idée, c'est d'arriver avec un produit cellulaire, en fait, une lignée iPSC qui va être GMP et qui va être à peu près libre de tout frais d'utilisation pour les Canadiens. C'est ça le but ultime. Est-ce qu'on va y arriver? Probablement. Demain matin, non. Ça va prendre une année ou deux certainement. Mais c'est ça vers quoi on s'enligne présentement. Et le support que vous avez de ce côté-là vient de où principalement? Très bonne question. Présentement, le support est minime, mais c'est le CNRC. C'est une initiative du CNRC. Il faut leur donner le crédit. C'est eux qui sont arrivés avec l'idée de créer ce produit-là. Anna Jeziarski, entre autres, à Ottawa, qui veut créer cette lignée cellulaire-là qui peut être disponible pour tous les Canadiens à très faible coût. Très bien. Maintenant, on a parlé de défis là, au niveau, puis il y a tout un panel là, sur les enjeux de réglementation un peu plus tard, mais on voit que c'est très bien imbriqué dans la science et le développement des procédés. Donc ça, c'est un enjeu qui nécessite probablement un dialogue constant avec les agences réglementaires, ce qui est d'ailleurs en cours là, de façon souvent épisodique. Maintenant, on parlait de diminuer les coûts, très certainement quelque chose d'important au niveau biologique et au niveau technologique. Est-ce que vous croyez que notre écosystème, le Québec, devrait investir dans des techniques qui pourraient être un petit peu moins chères? Par exemple, Jean-François va nous dire que valider un vecteur viral, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a des alternatives au virus qui pourraient être moins coûteuses? Est-ce qu'il y a d'autres défis associés à ça? Et Patrick a touché à l'automatisation, aux bioréacteurs. Est-ce qu'il y a des façons de financer ça, de développer ça de façon plus précise? Donc, au niveau vraiment scientifique et technique, là, qu'est-ce que les scientifiques peuvent faire pour qu'effectivement ça coûte moins cher et que ça soit plus applicable au plus grand nombre le plus vite possible? Mais moi, j'aurais une idée qui est difficile à entendre. L'automatisation, c'est sûr que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Donc, si dans le labo, vous avez une machine qui fait toutes les étapes et qui a besoin de moins de techniciens en salle blanche plus tard, ben, c'est sûr que ça va coûter moins cher, mais ça coûte un bras acquérir la machine en partant. Donc, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre dans l'histoire, là. Mais c'est sûr que moins les étapes sont compliquées, plus on se facilite la vie à long terme. Je vais Patrick? juste commenter Oui, qu'il y a d'autres alternatives aux vecteurs viraux. Je pense que les gens y pensent de plus en plus. Il s'agirait éventuellement de développer des nanoparticules qui sont faites purement de produits chimiques, là. On ne fabrique pas ça dans des cellules. On n'a pas besoin de faire des bioréacteurs pour produire des cellules, purifier des virus, etc. Je pense qu'il faut en arriver à des nanoparticules capables de livrer de l'ADN, de l'ARN ou des protéines et que ce soit purement un procédé chimique. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant avec la technologie qui a été utilisée par Pfizer et Moderna. C'est pour ça que leur technologie de vaccin s'est développée si rapidement que ça. Ils utilisent des nanoparticules de lipides. Les lipides, c'est purement chimique. Et ils ont introduit là-dedans des ARN messagers, encore là, qui sont faits purement chimiquement. Et donc, on s'éloigne de tous les problèmes liés à l'utilisation de cellules, de bioréacteurs gigantesques, etc. Et c'est pour ça que la technologie de Pfizer et Moderna a permis de produire des millions de vaccins rapidement, à bas coût. Et c'est une technologie qui va pouvoir s'adapter à d'autres vaccins très facilement. Alors donc, la technologie de Pfizer et Moderna qui permet de livrer des ARN messagers pour des vaccins peut être aussi utilisée pour livrer des ARN messagers qui vont coder pour des protéines comme le Cas9 ou le Cas9 fusionné avec la reverse transcriptase ou des choses comme ça. On ne va pas livrer le gène, on va livrer l'ARN codant pour ces protéines-là par des vésicules lipidiques. Et on s'éloigne d'un paquet de problèmes. Patrick, quelque chose à rajouter? Parfait.
Tu sais, Jean-Sébastien, ma vision sur certaines choses. En fait, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'argent disponible, énormément d'argent disponible. Par contre, l'intégration de tout ce qu'on entend là, en fait, puis pas juste au Québec, en fait, mais particulièrement au Québec, on est très mauvais à faire ça. Très mauvais à intégrer, exemple, de la définition de la cellule induite pluripotente, en exemple, OK, entre autres. Puis faire ça chez nous, pas être des acheteurs, parce que la valeur ajoutée est ailleurs. Si quelqu'un a développé à Seattle ou wherever on this planet, ça veut dire qu'à quelque part, c'est ces gens-là qui vont aller chercher une grosse valeur ajoutée. Fait que de créer l'expertise, je pense qu'elle est là au Québec. On le voit ici à TCL. Quand je regarde tous les noms qui sont là, c'est absolument incroyable. Les expertises sont là, mais c'est d'intégrer tout ça. Donc, de partir de la cellule, d'intégrer après ça des protocoles robustes. Ceux qui travaillent avec moi vont entendre souvent ce terme-là, robuste. Comment reproductibles tes affaires sont? Pas 50% du temps, ça marche pas. Et avec des métriques cliniques où ce qu'on peut assurément dire, elle est utilisable, mon produit est utilisable et non pas, ça finit d'une publication avec des différences statistiques. Non, mais vraiment utilisable. Donc, ça prend pour ça des end-users cliniques qui vont tout le temps nous ramener. C'est ça que ça me prend, les gars. C'est ça que ça me prend, les filles. C'est ça qu'il faut que vous me développiez. Des partenaires industriels qui vont voir comment, qui vont avoir les antennes dans le marché, qui vont savoir qu'est-ce que ça prend pour amener ça au marché. Ce n'est pas des gens académiques qui sont bons à faire ça. On ne peut pas tout faire. Donc, l'intégration, puis pour ça, ça prend, tu le sais, Jean-Sébastien, j'ai fait souvent le commentaire, ce que moi j'appelle une gestion intégrée par imputabilité. Une notion, en fait, qui dans le secteur académique est très peu présente. L'imputabilité. Quel est ton livrable? Et puis t'assurer que tu vas livrer ça. Ça paraît banal, mais c'est extrêmement important. Puis c'est difficile d'amener des chercheurs qui ont une indépendance, qui ont été formés de cette façon-là, qui ont travaillé depuis des années de cette façon-là avec l'autonomie presque entière, d'amener ces gens-là à dire, tu n'amènes pas ton projet, tu amènes ton expertise. Ton projet, tu le fais dans ton lab, tu es financé. On vient chercher ton expertise dans un but commun. Et ça, je pense, c'est un énorme défi que la société, au minimum québécoise, a, c'est-à-dire d'intégrer les expertises, d'amener des gens à travailler à un but commun. Malheureusement, notre système de financement de la recherche ne supporte pas ça. Genre, la raison pour laquelle elle ne supporte pas ça, c'est parce que des chercheurs, pour avoir, puis c'est la même chose ici, présider des comités, ce sont les chercheurs, les organismes subventionnaires n'utilisent même pas les critères de quantité de publication, défend l'utilisation en certains cas des impact factors des journaux, à moins que les applicants les amènent. L'exemple typique, le CRSNG, un évaluateur ne peut pas utiliser un impact factor d'un journal comme critère d'utilisation à moins que l'applicant en parle. Ce sont des créatures, en fait, des chercheurs. Ces chercheurs-là sont sur les comités et propagent, en fait, ces critères-là qui sont souvent, très malheureusement, en quantité que je pourrais donner à mon garçon de 17 ans, dire, compte-moi ici, lui, tant de publications is really good. That one as less is a little bit. C'est nous les chercheurs. Alors, je rebondis là-dessus en posant une question à Christian. Christian qui a travaillé à la fois dans l'industrie et dans l'académique, l'industrie au début de sa carrière. Est-ce que les cultures sont intégrables entre l'industrie, au moins dans sa façon et dans ses objectifs, dans ses philosophies, avec l'académique? Quand est-ce que c'est souhaitable? Quand est-ce que ça ne l'est pas? Et est-ce qu'il y a des structures pour bien supporter ça chez nous? Tu poses une excellente question, mais il n'y a pas une réponse qui répond à tous les critères. En fait, pour donner l'exemple de Sangamo, qui était une start-up, une petite compagnie d'une 60aine d'employés, c'était presque l'équivalent de l'académique. Donc, une collégialité, support entre les différents départements, collaboration avec les académiciens aussi pour aller chercher des technologies. Ça, c'est quelque chose qui était apprécié, je pense, des employés et tout. Alors que si tu travailles pour une plus grosse compagnie,
J'ai travaillé brièvement aussi pour Burlex Biosciences et j'ai des amis qui ont travaillé pour Genzyme à l'époque à Boston, par exemple, avec les maladies rares et tout. Lorsque ça devient une corporation là, de plusieurs milliers d'employés, tu t'y perds, il y a un dédoublement de tâches. L'imputabilité, tantôt mentionnée, n'existe plus. Ça ne fonctionne pas. Ils vont rejeter ça sur le département d'à côté. Alors que lorsque tu es sur une petite compagnie de 60 personnes, que tu te côtoies, c'est l'heure de lunch, ben, il y a cette entraide-là qui est présente, qui fait que je crois fonctionne mieux. Mais maintenant, est-ce que ça va aider à développer un produit plus efficacement? Probablement pas, mais oui, d'un point de vue coût. Donc, c'est sûr que tu vas arriver au même produit final avec moins d'argent si tu es une compagnie de 60 personnes versus 2000. Mais c'est très difficile de faire une projection pour quoi que ce soit, là, mais le lien entre les deux, je pense, plus tu es petit, plus c'est facile. C'est comme dans toutes les sphères de l'économie aussi. À un moment donné, si tu grossis au-delà d'un certain volume, il y a une perte d'efficacité qui se fait, et puis c'est la même chose au niveau des biotech, là. Alors, écoutez, j'invite tout le monde à attendre le panel 3 où on va parler un petit peu de ces enjeux-là aussi. Mais si, là, jusqu'à maintenant, je fais le résumé, on peut parler quand même ici des difficultés méthodologiques de translation, donc les labos de découverte qui n'appliquent pas assez rapidement les principes de fabrication et de compliance là, au niveau clinique ou industriel. Une fusion des cultures industrielles et académiques qui est pas parfaite. Certains manques de ressources pour ce qui est de la production de réactifs clés. Puis, bon, il y a des gens là, sur le panel là, qui s'attaquent à ça de façon active. Une réflexion aussi qui doit être faite sur les méthodes utilisées pour réduire les coûts. Donc, il y a des défis technologiques qui est là. Souvent, le génie, ce n'est pas d'inventer quelque chose, mais c'est de le rendre possible. Et la notion économique est extrêmement importante là-dedans. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore touché. J'aimerais qu'on y touche maintenant. Ça touche directement le rôle des universités et les relais possibles en entreprise. Est-ce que le Québec a la main-d'œuvre adéquate pour mener la révolution en marche sur les thérapies cellulaires et la médecine régénératrice? Jacques. Je dirais définitivement oui, le Québec a toute l'expertise qu'il faut. Ce qui manque habituellement, c'est le financement. Parfait. Ben, je rajouterais pour rebondir sur un point que Patrick a dit plutôt sur attacher tous les gens, toutes les personnes ensemble qui ont l'expertise pour que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'on ne veut pas se ramasser avec une thérapie qui passe tous les effets cliniques, ça se rend sur le marché, puis là, on a un avis de l'INES ou d'un autre organisme qui dit ah, ben finalement, les études n'ont pas assez bien démontré que, puis la RAMQ ne remboursera pas, puis finalement, ben, il n'y a aucun patient qui l'obtient. Il y a un financement des IRSC présentement pour une thérapie génique qui force la collaboration avec le CNRC, avec Santé Canada, avec des patients, avec du partage de connaissances, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre tout l'écosystème en place autour de la thérapie pour que quand on se rend à la fin des essais cliniques, tout le monde dit, ben oui, c'est sûr qu'on va payer pour ça, ça va guérir nos patients. Comme si le prix est de 3 millions de dollars, malheureusement. C'est 1. C'est pas 3, c'est 1. Alors oui, il y a encore un enjeu de financement. Donc, au niveau des enjeux de formation, je pense que oui, au niveau brut, là, les expertises sont présentes. Mais est-ce qu'on a vraiment, si demain matin, pour une idée géniale, avec un financement adéquat, vous vouliez lancer une compagnie pour produire une thérapie génique, est-ce que vous auriez tous les CV dont vous avez besoin de gens prêts à le faire? Et sinon, quel est le rôle principal des universités pour pallier à ça? Ben, je pense que présentement, si on veut ouvrir un restaurant, on a de la misère à trouver des serveurs. Donc, clairement, il y a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines. Mais côté biofabrication, de notre côté, c'était déjà présent avant la pandémie, là. Donc, oui, ça prend des opportunités de financement.
On a perdu beaucoup de nos fleurons biomédicaux au Québec il y a plusieurs années. Ça a clairement eu un impact. Maintenant, il faut rebâtir. On a des Moderna qui arrivent à Laval et des choses comme ça, mais ils vont les prendre où, leurs 200 techniciens qui veulent? Donc, c'est sûr que pas juste côté université, côté cégep aussi, c'est une des parties de notre financement qu'on a obtenu de Médicaments Québec, c'est d'aller former au niveau des techniciens. Après ça, on veut bâtir des scientifiques qui vont pouvoir aller travailler sur ces produits-là. Donc oui, je pense qu'il y a du gros travail à faire côté formation aussi. Mais je pense que le plus gros problème, c'est le capital de risque qui, au Québec et au Canada, est très frileux si on compare à ce qui se passe aux États-Unis. J'ai des compétiteurs américains pour la dystrophie musculaire de Duchenne qui ont parti leur compagnie et qui ont levé 125 millions de dollars pour faire une compagnie pour développer une thérapie pour la dystrophie musculaire de Duchenne. Et bien franchement, je pense que ce qu'on faisait dans mon laboratoire était tout à fait équivalent à ce qu'eux faisaient en Californie. Donc, le problème, j'aurais essayé de faire une start-up ici et juste de lever 2-3 millions de dollars, puis j'aurais eu de la difficulté. Patrick, comment on maximise, le développement de l'expertise hands-on? Ah, je ne pense pas qu'on a malheureusement les bonnes formations. Puis on a des preuves, en fait, quand on regarde certaines formations, quand même universitaires, formations fondamentales, où ce que pratiquement la personne, pour se trouver un emploi, doit aller faire non seulement une maîtrise, mais un doctorat, postdoc, multiples postdocs. Je suis un fervent défenseur du hands-on training. Do less, but do it often, do it well. OK? Donc, faire bien, avoir des cibles bien définies dans nos formations. Je suis très impliqué en enseignement. J'enseigne beaucoup. J'aime enseigner. Je trouve ça très important. Les formules qu'on utilise, c'est vraiment hands-on, des apprentissages par projet en milieu le plus possible pratique, impliquant finalement le milieu récepteur, en fait, où ce que ces jeunes-là vont aller travailler. Donc, je pense que la formation hands-on dans des environnements au moins simulant les vrais environnements qu'on peut penser, exemple, un C3I, dire, mais comment ces gens-là vont travailler, dans quel environnement, qu'est-ce qu'on va leur demander, l'intégration des normes, d'un travail d'une rigueur absolument incroyable, enfin, en termes de qualité, parce qu'on parle de produits là, qui vont être un jour, on l'espère, implantés. Donc, ce hands-on-là est vraiment important. Il faut sortir des livres, malheureusement encore, il y a beaucoup de profs qui, à mes yeux, à moi, désolé le terme, là, mais qui vont régurgiter des livres. C'est très coûteux, ça, pour la société, très coûteux pour nos jeunes, en fait, qui vont sur le marché de l'emploi, puis qui pourraient être, en fait, du côté d'employeur, de regarder, vous disiez, est-ce que les gens ont la formation nécessaire? Je suis obligé, quand j'engage des gens du côté privé, de former des gens à faire des choses de base, en fait, alors qu'on s'attendrait que ces bases-là sont acquises, finalement, à la sortie d'une université. Puis, petite parenthèse, on a parlé des centres collégiaux, des cégeps. En fait, je pense que les universitaires, je ne sais pas jusqu'à quel point les universitaires réalisent comment ces centres-là se sont développés, comment puissants, comment intégrés ils sont dans le tissu industriel. C'est phénoménal, en fait. L'infrastructure disponible, le type de service, en fait, qu'ils sont capables d'offrir. On parlait tantôt de robotisation, de machine learning. Exemple, on a à Sherbrooke Productique Québec. C'est des gens qui sont intégrés dans le tissu industriel, sont formés, sont créés pour ça avec des mandats spécifiques. Donc ça, pour nous, à l'université, il faut voir ça, soit que c'est comme une menace, on voit ça, ou s'en faire des alliés, en fait, importants, parce que ces personnes-là sont des vecteurs de transfert très importants. Je suis tout à fait d'accord sur le point sur les cégeps, mais je rajouterais côté université, peut-être pas juste des formations sciences. Tu sais, des cours de leadership, des cours de finance, des cours de gestion de ressources humaines. Il y a plein d'autres choses que juste la science, que quand on va travailler dans une compagnie, travailler dans un labo, même si on veut devenir chercheur, les chercheurs gèrent des ressources humaines, gèrent des budgets et tout ça, puis on a 0 cours à l'université pour se rendre jusque-là. Oui. Moi, c'est l'impression qu'on a souvent, c'est que cet apprentissage-là par des scientifiques avec beaucoup de diplômes se fait sur le tas après. Puis tous ne sont pas aussi outillés pour réussir dans ce contexte-là. L'autre question, puis Christian, peut-être tu peux intervenir là. Est-ce qu'on utilise assez les structures en place
parce qu'il y a des structures, par exemple, programme MITAX ou d'autres programmes, des programmes de développement aussi au MEI pour la maturation technologique. Est-ce que ces programmes-là sont assez connus des universitaires et des compagnies pour être capables de maximiser les mariages? Oui, je pense que tout à fait. En tout cas, à Sainte-Justine, dans l'écosystème, le MITAX est utilisé certainement pour les stagiaires. Le MEI, récemment, on a appliqué comme probablement bien des gens au Québec pour des subventions au MEI. On ne les a pas eues comme probablement bien des gens aussi, mais ça revient à ce que Jacques dit, il y a un manque de financement, là. Ils ont dû choisir parmi un certain nombre de propositions qu'ils ont eues. Puis, est-ce qu'ils ont pris les meilleurs? Possiblement, mais ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas bonnes. Donc, certainement, si on avait plus de budget, ça accélérerait de beaucoup les choses, mais bon. Est-ce que des programmes conjoints à travers les 3 fonds de recherche du Québec pourraient aider ces maillages-là? Est-ce que c'est une proposition qu'on pourrait faire au Fonds de recherche du Québec, puisque notre domaine touche à la fois des aspects techniques, au FRQNT, santé évidemment, et peut-être même en sciences sociales? Mais je ne veux pas paraître négatif, là, mais tu le sais, Jean-Sébastien, tu diriges le TCL maintenant, puis Julie, avant toi, la même chose. Là, vos budgets sont phalémiques là, pour piloter toute la thérapie cellulaire au Québec. Je parlais un exemple tantôt d'un partenariat avec le CKID où c'est financé entièrement par des donations privées pour développer des thérapies cellulaires en partenariat avec eux. On parle de 25 millions. Donc, je veux dire, ton budget au TCL versus 25 millions du privé avec un partenaire ontarien, ça ne se compare même pas. Donc, c'est clair qu'il faut en faire plus, là, que ça vienne de peu importe le palier duquel ça vient. Est-ce qu'il faut impliquer plus l'industrie à un niveau très, très, très pré-clinique pour s'assurer qu'eux-mêmes aient un pipeline qui va fleurir, on parlait d'expertise hands-on, mais il faut peut-être eux-mêmes s'impliquer de ce côté-là aussi, là. Parfait. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver des stages en milieu industriel pour nos finissants. Nous, on a un programme, en tout cas à l'université, en pharmacologie qui s'appelle pharmacologie clinique et où les étudiants doivent faire un stage, mais la plupart vont se ramasser à faire un stage en milieu académique où ils vont en fait faire une revue de littérature plus ou moins exhaustive plutôt que d'aller hands-on en industrie parce que ces compagnies-là sont petites, ont peu d'argent, ont peu de ressources pour former aussi ces gens-là. C'est un problème qui a un tout, en fait. Excellent. Bon, écoutez, j'aimerais maintenant, je vais poser une dernière question quand même, puis on va ouvrir le panel de discussion au public. Donc, les gens du public de l'auditoire sont appelés à faire à inscrire leurs commentaires ou leurs questions dans le chat. Et à partir de là, bien, on va poursuivre jusqu'à la fin de ce panel-là à 10h15. Donc, moi, je poserais une autre question qui va peut-être, Jacques avait l'air de dire qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais au niveau des sciences fondamentales et de la découverte, sommes-nous outillés? On sait que la vallée de la mort, c'est la translation. On sait que c'est le plus gros problème, puis c'est là qu'il faut investir, c'est là qu'il faut comprendre, c'est là qu'il faut devenir des experts. Mais au niveau de la découverte, au niveau de l'écosystème scientifique québécois capable de servir les thérapies cellulaires et la médecine régénératrice, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ou devrait-on créer ou militer pour la création de centres dédiés, des instituts, etc.? Quelles sont vos réflexions là-dessus? Moi, je pense qu'on a ce qu'il faut. Ce qui manque, c'est les budgets. Les chercheurs qu'on a au Québec là, sont aussi bons que n'importe quel chercheur à travers le monde. On est bon, on est capable de produire des articles dans des journaux de très bon impact factor. Donc, on a des chercheurs capables, mais les subventions sont maigres et je me compare au labo américain, c'est terrible. Tu sais, moi, quand je vais chercher une subvention de 150 000 $ par année, je suis content. Mais eux autres, servir de banque, ils en ont une de 2-3 millions. Tu sais, c'est contre ce monde-là qu'on compétitionne. Je ne comprends pas pourquoi il y a. Tu sais, c'est sûr que la population américaine, il y en a 10 fois plus que nous autres, mais
le financement n'est même pas en proportion. Là. Tu sais, on n'a pas le 10e du financement qu'il y a aux États-Unis. On est vraiment en retard au sujet du financement. Et si on élit un gouvernement conservateur, ça va être encore pire encore pour quelques années. Donc, on est extrêmement compétitif pour l'argent qu'on a. Oui, OK, ça c'est très, très bien. Alors, peut-être si les autres veulent s'exprimer sur nos ressources en découverte et en sciences fondamentales, allez-y. Sinon, au niveau du financement, est-ce que pour se comparer, est-ce que les États-Unis sont le meilleur comparateur? Est-ce que ça vaut la peine de regarder les structures de financement dans des pays qui nous ressemblent plus au niveau des assiettes fiscales, notamment l'Europe ou l'Australie? Est-ce que le Québec, est-ce que nos scientifiques responsables, les gens responsables de notre politique d'innovation, devraient regarder ces modèles-là de façon plus attentive. Donc, ça va être un deuxième point. Donc, si vous voulez finir là sur est-ce qu'au niveau découverte scientifique, on est solide, Jacques dit oui. Donc, Jean-François dit quoi? Ben, je pense qu'on est solide, mais peut-être un peu chacun dans notre coin. C'est un peu l'objectif de TCL, bien sûr, Ouais. mais il faut maximiser ça. Là. Il y aurait moyen de prendre différents morceaux de différents groupes, de mettre tous ensemble et de faire un tout qui irait peut-être de l'avant plus vite avec le peu d'argent qu'ils ont. Mais tu sais, si chacun a son petit bout d'argent, ça fait plus d'argent. Christian? Sauf si le petit bout est encore plus petit. Christian? Ouais, je partage l'opinion qu'on a tout ce qu'il faut, mais encore, je reviens à l'exemple de TCL. Oui, il y a beaucoup de chercheurs dans TCL, mais lorsqu'on fragmente ça dans peut-être 5-6 universités, dans différents axes, dans différentes maladies, différentes pathologies, ça fait très peu de chercheurs et de personnes compétentes dans chacun des domaines clés. Donc, il faut certainement créer des ponts avec le reste du Canada ou même les États-Unis là, pour accélérer les choses. C'est ça, c'est inévitable. Patrick? Quand on Et crée des puis, ponts je avec suis d'accord avec tout ce qui est dit, la préoccupation que Jacques soulève, mais en même temps, j'essaie de voir le côté positif. Ça nous amène peut-être une certaine rigueur, to do more with less. Donc, de peut-être couper puis d'avoir ce que moi j'appelle tout le temps le chemin critique pour avoir un impact. Financer, oui, du manque de financement, mais à la place où ce qu'on va être capable de faire ce transfert-là. Puis malheureusement, c'est pas, je vais utiliser le terme ici, c'est pas sexy de financer ça parce que ça va pas donner des grosses publications de démontrer qu'on est capable d'augmenter une productivité volumétrique, qu'on est capable, c'est pas, on n'est plus, on va pas aller dans un sales, on va pas aller dans un nature avec ça, mais c'est l'impact, il est absolument incroyable. Puis même pire, des fois, on pourra jamais publier parce que c'est de l'information très sensible que jamais on va vouloir libérer finalement dans le domaine public. Donc, mais l'argent, il y a beaucoup d'argent qui devrait être mis là. En fait, je donne un exemple, l'Army BioFab aux États-Unis, pratiquement un demi-milliard qui a été mis pour industrialiser la production d'organes et tissus. OK, un demi-milliard de dollars pour l'industrialisation de ce type de procédé-là. Saupoudrer, ce que Christian a dit, c'est tellement un bon point. C'est l'exemple de TCL, puis tu sais, Jean-Sébastien, entre guillemets, t'es pogné avec ça, dans le sens que tu as soit l'argent, puis là, tu as tout, finalement, comme Christian disait, les universités, différents chercheurs, gérer finalement les susceptibilités, t'assurer que tout le monde est heureux là-dedans. Mais ça fait du saupoudrage, puis ça a un coût énorme, en fait. Énorme, énorme, énorme. Qu'est-ce que tu fais avec 10 000 5 000 dans ton lab? Jacques? Un point qu'on n'a pas soulevé jusqu'à présent, c'est le rôle des universités dans les brevets. Malheureusement, je pense que les universités ont des budgets insuffisants pour couvrir les coûts de brevets. Alors, ça m'est arrivé, moi, d'avoir des brevets qui ont été déposés. C'est beaucoup d'ouvrages pour déposer des brevets, puis etc. Et l'université les abandonne au bout de 2-3 ans parce qu'on n'a pas réussi à le vendre à une compagnie. Mais après ça, tu te revires d'abord, 2-3 ans plus tard, tu as réussi à mousser davantage les résultats que tu as. Il y a des compagnies américaines qui s'intéressent à collaborer avec toi, puis ils te demandent est-ce que tu as des brevets? Non, tu n'en as plus de brevets parce que l'université les a abandonnés parce qu'il n'y avait pas le budget nécessaire pour les couvrir. Alors, ça, c'est un problème parce que
c'est beau de développer de la recherche au Québec, mais il faut protéger ça avec des brevets. Puis tantôt, Christian, tu disais qu'il faut collaborer avec les Américains. Écoute, quand on collabore avec les Américains, là, avant qu'on ait une scène qui vienne des États-Unis dans cette collaboration-là, les universités américaines, eux, vont embarquer leurs gens qui s'occupent des brevets. Puis tu vas être obligé de signer tes 2 bras et tes 2 jambes, que ça leur appartient, que c'est eux autres qui vont avoir les brevets. Tu sais. Si on veut développer l'économie du Québec basée sur la science, il faut qu'on ait des brevets et il faut que l'université ait l'argent pour les payer, ces brevets-là, et les maintenir. Une chose que j'ai vu beaucoup aux États-Unis puis à Oxford, c'est les spin-out des universités. Oui. C'est des machines à compagnie de certaines universités, puis ils prennent les brevets qui sont établis avec les chercheurs, ils fondent une compagnie, la compagnie se lance, puis go, on est parti. Ils forment une compagnie, mais il y a du capital de risque qui est investi dans ces compagnies-là. Et au Québec, c'est ça qui manque. Tu as beau vouloir former une compagnie, on a des VC de 3, 4 différents capitals de risque qui doivent se réunir. Ils pensaient bien gros s'ils vont mettre 10 000 ou s'ils vont mettre 20 000. Là, tu sais. OK. Bon, ben merci beaucoup pour vos contributions. Maintenant, on va se retourner vers le public et enfin, peut-être même les organisateurs. Docteur Dieudé avait une première question et ensuite, je vais passer à 3 questions qui sont dans la section questions et réponses. Mélanie. Ben, en fait, je vais d'abord laisser les questions du public. Déjà, on en a une super intéressante que je me permets de lire. Là. Dans un contexte de ressources disponibles de production cellulaire au Québec limitées, quelle est la meilleure option stratégique? Donc, attribuer les ressources aux phases cliniques précoces, c'est risqué, ben oui, et c'est une vision à long terme, ou essayer de produire des rares médicaments de thérapie cellulaire ou géniques approuvés. Quelle balance définir pour ces choix? Excellente question de Boris Gossan. Ben, en Alors, fait, le point sur produire ce qui est approuvé, on en a parlé, il y a les brevets puis tout ça. Donc, tant que le brevet est expiré, on ne peut pas se lancer encore dans la production de biosimilaires. Puis les thérapies géniques, c'est tout très récemment approuvé. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en vue parce que éventuellement les brevets vont expirer, on va pouvoir se lancer là-dedans. Puis oui, en effet, lançons-nous dans les biosimilaires au Québec. Là. Il y a plein de compagnies qui sont des compagnies de génériques au Québec. Ben, pour lancer l'entreprise du biosimilaire très rapidement, je pense. Moi, j'ai peut-être rajouter quelque chose là-dessus. En fait, mon collègue Eliada d'Issa Sainte-Justine partage cette vision-là, j'en suis certain, pour l'avoir déjà entendu dire, que si on était capable, par exemple, de mettre sur pied une thérapie déjà éprouvée ailleurs, pour démontrer qu'on a l'expertise, qu'on a le savoir-faire et qu'on est capable de livrer un produit, ça pourrait faciliter par la suite les investissements pour des produits en développement, là, dont on fait partie, risqués, plus risqués à long terme. Mais si on démontre qu'on est capable de produire, arriver avec un produit clinique, il y a quelque chose qui est déjà fait ailleurs, c'est pas perdu. C'est pas dupliquer les autres, c'est pas parce qu'on est moins bon que les autres, mais ça permet d'établir les bases, de mettre les expertises en place et par la suite d'utiliser cette expertise-là pour développer quelque chose peut-être de plus risqué. Ça va peut-être moins rendre frileux les investisseurs, sachant qu'on a l'expertise et les capacités de faire quelque chose qui est livrable. En fait, c'est un point intéressant. Il y a des modèles au Canada qui ont utilisé ça, des réseaux qui ont utilisé cette approche-là. On fait un MeToo, mais ça va nous donner l'expertise pour construire un pipeline. C'est une voie de développement qui fonctionne, qui est en cours. Peut-être que Jean-François peut ajouter l'approche, puis le troisième panel va pouvoir parler aussi du fait de la participation et la production cellulaire de niveau dans des collaborations. Ça facilite aussi le développement de l'expertise. Donc, c'est une chose qui est... il y a plusieurs voies possibles. Donc, c'est des points intéressants. Une question de Martine Lheureux. Vous m'entendez toujours bien? OK. Désolé, là, des fois, il y a des fluctuations. Martine Lheureux nous demande, la majorité des entreprises dans biotechnologie se situent dans la région de Montréal. Il serait souhaitable de développer ces entreprises dans la région de Québec où il y a beaucoup de main-d'œuvre disponible
Puis on peut ajouter à Sherbrooke aussi, il y a une main-d'œuvre qualifiée disponible et dans d'autres endroits là, où il y a des pôles technologiques. Donc, et suite justement à ce qu'on évoquait, le départ de certaines compagnies pharmaceutiques, il y a une main-d'œuvre qui reste. Comment voyez-vous la régionalisation? En fait, c'est la question. Est-ce que pour le développement de l'industrie, doit-on concentrer? Doit-on prendre en compte la territorialité du Québec avec les différents îlots de main-d'œuvre un petit peu partout? C'est une question qui touche le développement économique, mais certains d'entre vous, étant à différents endroits au Québec, là, peuvent probablement fournir un élément de réponse. Patrick, à Sherbrooke. Mais je pense que de développer un minimum régionalement est important parce que beaucoup de ces projets-là, ça va quand même être difficile, en fait, de pouvoir réaliser une production à quelque part, après ça, une validation à un autre site. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. OK? Donc, je pense d'avoir un minimum localement, donc d'avoir différents centres, en fait, d'abord de production, au minimum dans un environnement GLP, puis après ça, de certaines validations. Je pense que c'est important d'avoir ça régionalement. Ouais. Très bien. Oui. Penser à un développement régional, il faut au moins s'assurer qu'on a au moins un développement au Québec, en quelque part. Tu sais, après ça, quand ça sera très développé à Montréal, peut-être qu'il va y avoir des miettes de la table qui vont tomber pour Québec puis Sherbrooke, mais l'important, c'est développons quelque chose. Tu sais, pas saupoudrer dans plusieurs régions puis il n'y a rien qui se développe. S'il faut se concentrer à Montréal pour développer, OK, faisons ça d'abord. Après ça, il y aura des développements dans d'autres régions. OK. C'est une vision aussi. Excellent. À Québec. Oui. Oui. Bon, alors, quelqu'un dans l'auditoire, là, anonyme, et qui soulève qu'il y a sur votre point, Jacques, il y a certainement un enjeu éthique avec les patients pour qui il n'y a pas de traitement disponible, de s'assurer qu'ils prennent une décision éclairée avant de participer à un essai dit imparfait. Donc, vous connaissez bien les réseaux de patients. Puis Jacques, c'est assez clair là, de plusieurs années avec les milieux de la dystrophie. Qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que les patients savent dans quoi ils s'embarquent et quelles sont les structures qu'il faut mettre en place pour que si un jour on arrive à faire des essais dits imparfaits, les patients s'engagent en toute connaissance de cause? Je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait que les patients s'engagent en connaissance de cause. Donc, il faudra sans doute qu'il y ait des comités d'éthique ou des comités de chercheurs qui ne sont pas directement impliqués dans l'essai clinique en question, qui soient capables d'expliquer aux patients c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi les risques. Mais de nos jours, tu sais, on peut expliquer aux patients, là, on va t'offrir l'aide à mourir. Puis, tu sais, c'est quoi que ça implique, là? Ben, moi j'ai été surpris récemment. Il y a une madame, je reste dans une résidence de personnes âgées. Il y a une madame que je connaissais, là, qui a demandé l'aide à mourir. Le lendemain, c'était fait. Ça m'a vraiment cassé les deux jambes. Tu sais. Si ça peut être aussi rapide que ça pour l'aide à mourir, je pense qu'on peut prendre le temps d'expliquer à des patients, c'est ça l'essai clinique, c'est pas parfait, il y a tel risque, tel risque, tel risque. Est-ce que tu veux prendre ça? Puis je pense que pour les maladies héréditaires sévères, là, il y en a beaucoup qui diraient oui, je suis prêt à prendre le risque. Très bien. Donc, Jean-François Leblanc pose la question sur les brevets. Une demande provisoire et une demande internationale permettent d'acheter 2 ans et demi pour développer une technologie brevetable. Est-ce que les bureaux de transfert technologique sont prêts à financer une demande provisoire et une demande internationale dans vos expériences? Les universités sont prêtes à financer les premières phases de demande de brevets qui ne sont pas chères. Aussitôt qu'on s'attend à l'international et qu'il faut payer des brevets en France, en Australie, en Angleterre, etc., là, les frais augmentent. Puis là, les universités disent on n'a pas les ressources financières nécessaires. Alors, donc, vous n'avez pas réussi à vendre votre brevet à une compagnie, donc on se retire.
Moi, il y a quelques-uns de mes brevets que je paye de mes poches parce que l'université me les a rétrocédés. C'est fou de même là, qu'un chercheur doive arriver à financer lui-même ses brevets, non pas de ses subventions, mais à partir de son salaire, parce que les universités ne sont pas capables de supporter les coûts. Donc, c'est un enjeu important, puis c'est une défaillance là, à laquelle qui est identifiée là, comme un frein. Donc, un participant anonyme nous dit, est-ce qu'il faudrait mettre en place un projet rassembleur pour initier un premier cas de traitement avec une thérapie cellulaire ou génique au Québec afin d'obtenir une idée globale de l'ampleur du travail nécessaire pour une production massive de cette nouvelle thérapie? Et j'ajouterais comment on utilise les expertises déjà acquises pour mener à bien un tel projet. Ben, moi, Donc, je dis oui, mais plus en détail, je ne saurais pas quoi dire, là. C'est sûr que si on démontre qu'au Québec, on est capable d'avoir un produit de thérapie cellulaire, un produit de thérapie génique, le reste devrait suivre. Donc, je pense que c'est important de pousser dans cette direction-là. donc parce qu'en fait, un de nos rôles ici, là, c'est d'influer sur les décideurs, très clairement de garder une voie de communication, mais bon, il faudrait travailler justement possiblement sur un projet d'envergure. Donc, j'anticipe des conversations assez animées sur savoir quel serait ce produit ou ce projet, mais il pourrait avoir un effet fédérateur si on avait un projet, un concours, en fait, un budget libéré pour ça. Je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Oui, Jacques? J'aimerais commenter que malheureusement au Québec, les cliniciens sont. Tu sais, j'ai essayé de conduire un essai clinique de phase 2 sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Malheureusement, je n'ai pas trouvé au Québec aucun neurologue qui acceptait de participer à ça. J'ai eu un collaborateur qui était à London, en Ontario. Donc, le problème, c'est que les cliniciens sont surchargés de travail clinique. Ils sont, tu sais, on attend des mois de temps pour voir un spécialiste. Donc, ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas le temps de participer à des travaux cliniques, des essais cliniques. Et donc, c'est un problème qu'on a aussi, le manque de ressources cliniques pour collaborer avec les chercheurs fondamentaux. En fait, pour être clinicien moi-même, l'arrimage entre les secteurs de la recherche et de la clinique dite de routine dans les hôpitaux est en effet un défi. Ça, il n'y a pas de doute. Bien honnêtement, je crois qu'on saisit de plus en plus, par exemple, l'importance de la recherche clinique, même de la recherche clinique de phase précoce, et je tends à être un petit peu plus optimiste. Alors, la dernière question sera posée par Mélanie Dieudé, qui est membre du comité organisateur. Mélanie. Bien, ça m'a frappé, c'est revenu très souvent dans votre conversation, l'intégration très tôt de plusieurs expertises pour arriver à un produit qui va pouvoir se développer et traverser cette fameuse vallée de la mort des études précliniques, à clinique et pour la production ensuite. Je me disais, évidemment, on a le réseau TCL qui peut jouer certainement une courroie de transmission, mais comment vous voyez une plateforme, vraiment, là, concrètement, comment on fait pour s'organiser au Québec pour qu'on offre ça? Fait que j'ai entendu formation, culture académique, formation aussi des chercheurs, des cliniciens sur ce que ça prend dès le départ pour ne pas perdre son temps et tout refaire. Mais comment on s'organise concrètement? Comment vous voyez ça? Avez-vous des suggestions? Je vous ai bouche bée. Le silence, Sophie. Oui, c'est ça. Écoutez, peut-être que EMA Québec, pour ce qui est des thérapies basées sur les cellules souches hématopoïétiques, EMA Québec, c'est une structure qui existe déjà, qui a du financement. Peut-être qu'EMA Québec devrait être la plateforme qui permettrait de développer des thérapies qui impliquent les cellules souches hématopoïétiques et un exemple de ce qu'on peut faire au Québec. Je n'osais pas le dire, Jacques.
Moi, j'ose tout dire aujourd'hui. J'ai dit, je vais dire toute la vérité, rien que la vérité. On apprécie. Patrick, peut-être, ou Jean-François? Rapidement, en fait, moi, je crois beaucoup au concept de dérisquer les technologies. On parle souvent ici, on entend les investisseurs, les VC. Il faut être prudent quand c'est une business. Ils ont une business à rouler, à opérer. Ils ont des critères qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas. C'est comme ça. OK? Donc, il faut comprendre cet écosystème-là. Donc, quand on le comprend, on sait à quel niveau de maturité on doit amener une technologie, ce que moi j'appelle le dérisquage technologique, ajouter une valeur pour que la technologie, le produit, le service soit présentable. Donc, ça a tout plein d'impacts. Ça. Premièrement, on est capable d'entrer chez eux. Donc, ces gens-là vont nous écouter. Et si c'est intéressant, donc la notion de dilution, en fait, donc d'apport, parce que la valeur, elle est ajoutée, la capitalisation du projet à travers, on l'espère, une compagnie, une start-up va être importante ou plus importante qu'au temps zéro. Ça a une grosse valeur et c'est absent ou pas très présent au Québec, cette notion-là. Il y a beaucoup de chercheurs qui pensent, et puis j'entends très fréquemment, on va aller frapper à la porte des VC. Je veux dire, premièrement, les chances que la porte s'ouvre sont très, très minces. Puis quand elle va ouvrir, elle va refermer. Puis finalement, possiblement, tu viens de brûler ton nom parce que c'est un très petit écosystème, surtout au Québec. Et puis, donc, je pense de dérisquer, d'amener cette notion-là, de mettre en place une mentalité de dérisquer les technologies, accompagner nos entrepreneurs, avoir un plan de transfert. C'est pas juste dire j'ai un brevet. Quel est ton plan de transfert? Puis ça, c'est pas les universités qui vont faire ça. On doit, je pense, jouer un rôle. On ne doit pas se cacher derrière, ah, c'est le rôle de l'université, j'y ai pitché un brevet, puis là, c'est à toi à faire ça. Je pense que ça ne marche pas de même, en tout cas pas dans l'écosystème dans lequel on est actuel. Parfait, merci beaucoup. Euh, Jacques, un bref euh, commentaire parce qu'on arrive à la pause. OK. Ben, j'aimerais commenter qu'il y a quelques années, il y a eu des programmes d'appel à l'épargne. C'est-à-dire que les gens pouvaient investir dans des projets, puis il y avait des crédits d'impôt qui étaient très alléchants finalement. Et ça a permis à des chercheurs comme Bergeron, docteur Bergeron, ici à l'Université Laval, de partir une compagnie puis pour détecter des virus, des bactéries, des choses comme ça. Et il a vendu sa compagnie quelques années plus tard, plusieurs millions de dollars. Donc, ça existe pour l'industrie du cinéma. Il y a des crédits d'impôt pour investir dans le crédit des cinémas au Québec, mais on n'a pas de crédit d'impôt pour investir en recherche au Québec. Ça prendrait des programmes. Et ça a été très créatif. Ça a permis le développement de plusieurs compagnies à cette époque-là, mais malheureusement, ça n'existe plus de tels programmes d'appel à l'épargne pour l'industrie du cinéma ou l'industrie scientifique. Ben, une autre industrie qu'on peut parler, c'est l'industrie du jeu vidéo où le gouvernement s'est vraiment mis massivement là-dedans. On a créé un pool de personnes là, qui peuvent être recrutées, puis les compagnies débarquent ici puis disent wow, on peut engager immédiatement des gens très compétents, puis on fait tout ce qu'on veut. Donc, il faut la volonté gouvernementale derrière, puis on peut aller en quelque part. Parfait. Donc, écoutez, il est 10h17. Le symposium va entrer en pause jusqu'à 10h30. Où une autre session, une présentation aura lieu, une présentation qui nous vient de l'international. Donc, s'il vous plaît, restez avec nous et on reprend tout ça à 10h30. J'aimerais remercier les panélistes, mot de la fin, pour leur franchise et leur participation, leur enthousiasme et leur lumière, bien évidemment. Donc, merci beaucoup aux 4 panélistes. Merci à vous tous participants et à bientôt.